Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode de podcast littéraire Artissimo. Mon invité aujourd'hui n'est pas écrivain, mais il va nous parler de son aventure littéraire en mentionnant son ouvrage L'enfant de la guerre, paru en 2024 sur la plateforme Amazon. Monsieur Kamal Nouès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Alors, avant de parler de l'ouvrage et de vous présenter, je vais parler rapidement un peu de votre formation, parce que comme je l'ai mentionné en introduction, vous n'avez pas eu un parcours littéraire. Vous avez une formation d'ingénieur en informatique, Oui. La première promotion, je crois, en Oui. 1976. Absolument. Et vous avez par la suite travaillé notamment dans les secteurs de la technologie et de l'énergie, entre autres. Oui. Alors, j'aimerais bien que vous présentiez et que vous nous racontiez comment vous est venu l'amour de l'écriture, et est-ce que vous lisiez lorsque vous étiez jeune? Est-ce que c'était quelque chose avec lequel vous étiez familier? Bon, quand j'étais jeune, évidemment, j'ai beaucoup lu. Et ça a commencé vraiment à peu près au cours élémentaire 2, peut-être. Donc, à l'époque, c'était du temps de la France. Je commençais à lire les petits ouvrages comme les Trois Mousquetaires, Des enfin, classiques, des pour classiques à enfants, l'époque. Et puis, ça faisait bien à l'école parce que c'est... Ensuite, j'ai, bien sûr, beaucoup plus tard, j'ai choisi les mathématiques comme formation. Donc, dans ma formation, je suis plus technologue, je fais de la technologie. Mais j'étais toujours bon en littérature. Si bien que je vais vous raconter une petite anecdote qui est réelle. J'ai rencontré un de mes professeurs de littérature, peut-être une vingtaine d'années après, quand j'étais ingénieur, et puis j'étais content de le voir. C'était un Français qui s'appelait Georges Oretegui. Ce gars-là, je l'avais rencontré à la Grande Poste. Il est resté en Algérie. Il n'est pas parti de l'Algérie. Il a vécu ici. Il a aimé l'Algérie. Il est resté ici. Donc, je le rencontre. Et puis, je lui dis, est-ce que vous vous souvenez de moi? Il me dit non. Puis, je lui dis qui je suis. Ah, il me dit, et qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, je suis ingénieur informaticien. Il m'a dit au revoir. Ah oui. Oui, il m'a dit au revoir parce que pour lui, je suis un littéraire. Ouais. Bon. Donc, j'ai fait quand même mes classes en informatique. Oui. Et puis, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant très longtemps. J'ai fait une carrière de 20 ans ici en Algérie, dans plusieurs endroits, comme Sonelgaz, par exemple. Et bon, ça a été le port d'Alger, ça a été la Banque extérieure d'Algérie, ça a été... Voilà. Donc, j'ai fait une carrière ici. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé. J'ai dû partir à l'étranger. J'ai choisi quand même le Canada pour ne pas aller en France. Parce que, bon, dans ma tête, il y avait trop de choses qui étaient incompatibles avec moi et la France à l'époque. En tout cas, pour y vivre. Oui. J'ai des amis, j'ai des amis là-bas. Mais pour y vivre, c'était compliqué. Donc, je suis allé à Montréal. Et puis, j'ai fait une carrière complètement par en bas. Et puis, j'ai repris ma carrière d'informaticien. Une fois arrivé en retraite, moi, j'avais fait à l'époque aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant une période de ma jeunesse étudiant, quand j'étais étudiant, j'ai fait du théâtre ici. J'en ai fait pendant longtemps et j'ai failli en faire une carrière. Ah oui. Oui. Sauf que j'avais besoin de travailler pour mes parents. Ça ne payait pas du tout. Je me souviens que j'avais un ami qui était pourtant professionnel au théâtre, au TNA, là. Quand ça arrivait le temps de la bourse, il voulait, il me dit, donne-moi pour acheter du lait aux enfants. Donc, ça a été naturellement que j'ai fait mes études d'informatique et je me suis embarqué dans une carrière professionnelle en informatique. Quand je suis arrivé à Montréal, bien sûr, j'ai fait ça, j'ai repris mes études et puis, enfin, mes travaux par en bas, et puis ça a été... j'ai travaillé là pendant longtemps. J'ai occupé des postes assez importants là-bas. Je travaillais à haut niveau, là, en sécurité informatique, notamment pendant très longtemps. Ensuite, j'ai créé ma petite boîte. J'ai travaillé une fois que j'ai pu avoir un petit pécule de retraite, je pouvais voler de mes propres ailes là-bas. Je me suis créé une petite entreprise. J'ai travaillé dans cette entreprise, d'ailleurs avec ma femme. Et puis, j'ai travaillé pendant 5 ans. Et ensuite, je suis arrivé à un âge où j'avais un projet, un challenge réel.
c'est d'écrire. J'ai toujours gardé ce challenge. Et puis, quand le challenge résidait dans le fait d'écrire une pièce de théâtre. C'était ça mon... J'ai dit, je n'écris plus rien, parce que j'avais écrit quand même des choses qui n'étaient jamais finies. Je n'écris rien, je ne finis rien si j'écris pas une pièce de théâtre. Et puis, je suis allé sur une page blanche. Finalement, je l'ai écrite, et puis donc j'ai conjuré le sort. Et là, j'ai commencé à écrire d'autres choses. Et puis, il y avait une histoire qui me tenait à cœur, beaucoup, beaucoup. C'est celle qui fait l'objet un peu de notre rencontre d'aujourd'hui. Oui, nous allons en parler. Voilà, c'est ça. J'ai écrit ce livre-là. Enfin, cette nouvelle, hein. Faut pas dire. Justement, l'ouvrage s'intitule L'enfant de la guerre, comme je l'ai précisé. En gros, ça raconte la vie d'enfants de bambins pendant la guerre de libération dans les années 50 majoritairement. Exact. À mon avis, pour les lecteurs, lorsqu'on lit cet ouvrage, il s'agit d'une sorte de mémoire en quelque sorte. C'est comme si vous... Voilà, moi je me suis dit c'est peut-être de l'autofiction. Donc est-ce que c'est de l'autofiction ou c'est un peu autobiographique? Il y a de tout à l'intérieur. Ce n'est pas une biographie, on ne peut pas dire ça. Est-ce qu'il y a des éléments fictifs que vous avez rajoutés? Il y en a, oui. Voilà. Il y a donc des éléments fictifs à l'intérieur, c'est clair. Il faut bien arranger un texte, parce que sinon... Mais l'histoire est réelle, se passe dans un petit village de l'époque coloniale. Et puis tout ce que je raconte, un peu toutes les impressions de l'enfant derrière, c'est ça que je voulais porter. Je voulais pas donner, je voulais pas raconter l'histoire des gens qu'on était. Je voulais vraiment raconter l'histoire d'enfants que nous étions, et je m'en souviens bien. Donc ça, c'est un peu autobiographique. Oui. Il y a d'autres choses qui sont autobiographiques, qui sont vraiment des histoires vécues, donc de quelqu'un qui était là. Et puis il y a je vous dirais, il y a peut-être 70% de vérité à l'intérieur. Oui, donc déjà, Voilà. Justement, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment vous est venue l'idée de raconter cette histoire et à quel moment vous l'avez écrite? Parce que le livre est paru en 2024. Est-ce que c'était un récit que vous aviez écrit il y a longtemps ou juste avant sa publication? Vraiment, ça a été juste après la pièce de théâtre. J'avais cette histoire en tête et je voulais la raconter. Parce que c'est quand même, elle est un peu singulière. Oui. Donc, je l'ai fait à cette époque-là. J'ai écrit juste après la pièce de théâtre. Puis ça a duré, je vous dirais... La pièce de théâtre, vous l'aviez écrite en quelle année? En 2024 aussi. En 2024. C'est-à-dire après ma retraite. J'ai pris ma retraite. Vous avez pris votre retraite J'ai pris un peu de temps dans ma retraite. J'ai relaxé et j'ai commencé à écrire. Donc, juste pour dire, c'est quand même mon 3e ouvrage qui est sur Amazon. Donc, j'ai commencé à écrire ça juste après. Puis ça m'a pris, comme c'est de la mémoire aussi, je veux dire, ça a pris à peu près... peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Pour écrire, pour le peaufiner, c'est autre chose. Pour le mettre en édition, c'est autre chose. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. J'aimerais beaucoup qu'on parle de la couverture du livre. Comment vous l'avez choisie et qu'est-ce qu'elle représente? Moi, je suis informaticien. Donc, je sais fouiller. J'ai regardé un peu... je voulais aller voir un éditeur et compagnie, mais c'était compliqué. Tu appelles les gens, ils ne sont jamais là. Et je suis à l'ère de l'IA. Moi, je suis informaticien, donc c'est clair que l'intelligence artificielle, ça me dit que tout ce qui est informatique me dit, tout ce qui est... Donc, je suis allé sur Amazon. Amazon est une plateforme qui te permet de faire plein de choses à l'intérieur. Sauf que pour le choix de la... Moi, l'école coranique, c'est quelque chose qui m'a... Marqué? Qui m'a marqué, oui. Moi, je pense que c'est un apprentissage important. D'ailleurs, vous en parlez dans le livre. Oui, dans 2 livres, j'en parle. C'est une période qui m'a apporté beaucoup dans le sens où la mémoire, mémoriser du Coran à l'époque, qu'on ne comprenait pas, je dis la vérité, c'était un peu... mais mémoriser des choses, j'ai appris à le faire et ça m'a servi beaucoup à l'école, même plus tard et tout. Dans toutes mes écoles, j'avais une excellente mémoire. Je pense que ça. Et puis, j'ai passé de bons moments quand j'étais enfant, là. On s'amusait comme des fous, là. Je dirais, une fois que les nuits étaient passées, parce que les nuits, c'était des nuits d'angoisse, pas d'électricité, pas de trucs. Oui, mais même par rapport à quand vous parlez de l'école coranique, c'est pas vraiment un moment de tendresse. Je veux dire, le chef, quand même, il était quand même c'était correct. On adorait. Nos enseignants, on les adorait. Oui, c'est-à-dire, c'est juste que, tu sais comment les enfants... d'ailleurs, c'est vrai partout, là. Je veux dire, que vous travaillez, que vous êtes enfant, que vous soyez à l'université, votre prof, c'est toujours la personne à qui on va lancer la flèche, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours le gars qui vise.
Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas aimés. Au contraire, moi, je garde un excellent souvenir de ces gens-là. Donc, cette période-là, c'est surtout les copains, les petites bêtises qu'on faisait, comment on l'assommait, je ne sais pas, dans le bouquin, là, comment on l'assommait tranquillement pour qu'il nous foute la paix. Et puis, il nous foutait tellement la paix qu'on faisait n'importe quoi, il se levait et puis... Voilà. C'était rigolo, c'est rigolo. Alors, honnêtement, plus tard, on le sent comme ça. Mais sur le coup, là, effectivement, quand tu reçois un coup... Justement, l'histoire se déroule dans un petit village. Oui. J'aimerais bien que vous nous disiez pourquoi il n'est pas nommé. Ça reste quand même... Je ne veux pas nommer, parce que simplement, c'est quand même une petite fiction à l'intérieur. Il n'y a pas juste ça. Et je pense que ce qui est arrivé dans ce petit village, c'est quelque chose qui est arrivé un peu partout. C'est-à-dire, on était enfant, quand on était enfant, c'est pas propre à mon village. C'est le fruit de la colonisation à l'époque qui faisait que une frange de la société était exclue. Je ne vais pas rentrer trop dans les méandres de la politique, là, mais il y a une frange de la société qui était exclue. Et puis nous, comme enfants, on sentait cette exclusion. C'est-à-dire, on la sentait vraiment. Hein. Je dirais, quand on était jeune, on espérait simplement grandir pour aller combattre le colonisme. Sérieusement, là, je dirais, on avait quoi, 6-7 ans. Dans nos têtes, c'était ça un peu à l'époque, parce qu'on avait vu ou entendu tout ce que nos parents, nos grands-parents ont subi comme sévices. Donc voilà, en gros... Donc ça a été un choix délibéré de votre part de ne pas donner de nom, afin que peut-être les lecteurs puissent s'identifier s'ils sont issus de d'autres régions. Exact. Idem pour les personnages, en fait, en lisant, il n'y en a qu'un seul qui a une identité, c'est Mortasara, qui s'appelle en vrai Mortar. Mortar, qui s'appelle Mortar. Il est le seul personnage à avoir du coup une identité. Le narrateur lui-même, il reste anonyme. Pourquoi même les personnages... Pourquoi ce choix de laisser un seul personnage avec une identité et pas les autres. Surtout le narrateur, peut-être que le narrateur aussi devrait... Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Kemal, c'est comme... Non, mais peut-être inventer un... Je voulais raconter l'histoire de cet enfant qui était singulière. C'est resté donc gravé dans ma mémoire, parce que la partie de la voiture, de l'accident de voiture, il est réel. C'est pas de la... C'est vraiment... c'est quelque chose qui est arrivé, et puis tout ce qui lui est arrivé derrière, cette... c'est un personnage, personnage réel que j'ai perdu complètement de vue à partir de cette époque-là. On est en fin des années 50. Hein. Oui. Donc à partir de là, vous mesurez un peu la période, toute la période. Même les gens que je mets, par exemple, j'ai cité des gens, et si je dis à l'époque aux gens que je connais là-bas, je dis Ren, par exemple, les gens savent exactement qui c'est. Mais c'était des sobriquets qu'on donnait, c'était des, comment on appelle ça, des pseudonymes qu'on donnait un peu aux gens. Et puis on en avait tous un, et puis c'était drôle. Donc j'ai préféré. Et puis ça, c'était réel partout, hein, parce que les Algériens, on a l'art de donner des pseudonymes aux gens. Oui, c'est vrai que c'est un peu dans notre culture. C'est ça. Et les enfants en particulier. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça servait à rien, j'allais dire, ça rajoutait à rien pour moi de dire qui c'est. Puis même Moursara, on dit juste Moursara parce que. Et le nom Moursara, c'est simplement le pauvre. Il était tellement pauvre à l'époque que le jour de l'Aïd, on lui a offert un pantalon, il était beau. Oh, c'était Moursara. C'était ça, en gros. On l'appelait comme ça. Il a gardé ce sobriquet un peu. Donc c'était vraiment pour vraiment le mettre en valeur plus que... C'est ça. C'était, c'était un pauvre garçon. Voilà. Oui. Voilà, mais qui après, finalement, s'en est sorti. Et ça, il s'en est sorti grâce au hasard. Voilà, le hasard a fait, mais quand même. Le hasard a fait que il a eu quelque chose de positif, un malheur qui est devenu positif. Tout à fait. En gros. Enfin, je ne sais pas s'il est positif, parce que je ne l'ai plus revu après. Oui. Je l'ai vu bien. Mais après, je ne l'ai plus jamais revu. Je veux dire, ça fait comme 70 ans à peu près, 65 ans. Presque 70 ans, voilà, c'est ça. Concernant le style d'écriture, celui-là est très simple. Oui. Vos phrases sont courtes, sont simples. En lisant, ça m'a beaucoup rappelé Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun. J'imagine que c'est un livre qui a dû vous marquer dans votre jeunesse. Oui, mais on était tous de la même école. Hein. On a tous appris à la même école. On a tous appris. Disons, quand on s'intéresse à la littérature, les grands pamphlets, les grandes phrases et tout, ça ne nous disait rien. Moi, quand il y a quelqu'un qui écrit avec de grandes phrases,
Il peut être prix Nobel, il peut être Oui. Goncourt. Par contre, j'ai lu beaucoup de gens comme Steinbach, par exemple, qui est quand la traduction, ou bien l'autre, l'américain aussi, là, celui qui a écrit L'homme et la mer, Le vieil homme et la mer. Ah oui, Hemingway. Oui. Hemingway. C'est des gens qui écrivent de manière simple. Vous les comprenez, et puis le message qu'ils donnent à travers la simplicité, il est important. C'est vrai. En fait, c'est ça qui est intéressant. Puis je vous dirais franchement, les mots ronflants, moi, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Donc voilà. Je voulais savoir si, durant l'écriture de cet ouvrage, vous vous étiez peut-être inspiré de lectures de jeunesse. Est-ce qu'il y a eu des bribes comme ça qui vous sont revenues? Vous vous êtes dit... Ah, pas sur l'ouvrage lui-même, mais j'ai toujours été... Vous savez, quand on a fait de la littérature... moi, j'ai fait l'école française. Hein, donc c'est clair, là, on peut me reprocher des tas de choses. C'est l'arabisation. J'ai lu l'arabe un peu comme... C'était ma seconde langue pendant tout. Donc, les ouvrages que j'ai lus, et j'ai beaucoup aimé toute la littérature de l'époque, de Victor Hugo, les grands classiques. Les grands classiques, on a toujours... En plus, on les faisait apprendre à l'école, et puis c'était comme... Si tu ne réussis pas à l'avoir, tu ne passes pas, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est très serré. Hein. Donc, bon. Et puis, j'ai aimé. Donc, voilà. Mais imprimer... Comment on dit que cela m'a guidé un peu dans mes choix littéraires, probablement, mais c'est inconscient. Oui, c'est inconscient. Oui, oui. Et que pensez-vous de la littérature algérienne? Que ce soit les classiques ou celle de il y a de très grands écrivains en Algérie. Le problème, c'est que, je vais juste vous dire un truc, les écrivains algériens ne sont pas reconnus par leur père ici. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelqu'un qui écrit, on lui tombe dessus. Je ne parle pas de certaines personnes qui sont aujourd'hui sur le spot. Mais là. Par exemple, les classiques Mamri, Katib Yassine, bien sûr. C'est quand même des livres assez... voilà, c'est des grands... Oui, c'est des grands. Ouais. Encore là, vous citez les gens qui ont réussi. Voilà, qui sont... Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi. Moi, j'ai un ami, il est décédé, il est mort d'Alzheimer. C'est un gars, Salah Ben Labed, qui a écrit des chefs-d'œuvre. Personne ne le connaît. Je veux dire, les gens à Montréal, oui, ils le connaissent, mais ici en Algérie, il n'est pas connu. C'est vraiment pas connu. Alors, il est architecte de métier. J'ai un autre ami aussi qui s'appelle Hamid Benchar, qui écrit sur la période coloniale. Il a écrit plein de livres. Il n'y a pas un endroit. Je trouve qu'Artissimo, c'est le premier endroit où je vois qui donne un peu de la visibilité à des gens, j'espère qu'il donnera de la visibilité à des gens qui sont plus importants que moi en termes d'écriture. Moi, je suis un écrivain, j'écris pour mon plaisir, mais il y a des gens qui écrivent et qui écrivent bien. Il n'y a pas de forum. Regardez, en France, il y a le Goncourt. On en parle aujourd'hui, là. C'est peut-être si on avait un Goncourt là, il n'y aurait pas quelqu'un qui serait parti faire la manche là-bas. Nous avons des prix comme le prix Mohamed Dib, le prix Assia Djoubar, mais bon, ils ne sont pas vraiment... ils ne sont pas mis en lumière assez suffisamment. Je suis d'accord. Puis on a perdu un peu, je ne sais pas. Là, je m'avance sur un intérêt que je ne connais pas. Il me semble que les gens disent moins qu'avant. Oui, vous avez raison sur ce point. La littérature n'est pas autant... ça veut dire que si elle n'est pas promue, elle ne marche pas. Il n'y a rien qui... Tout marche avec de la promotion. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui connaît votre ouvrage, comment voulez-vous que les gens vous connaissent? Si vous n'êtes pas mis à l'avant, c'est pas vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y a plusieurs d'autres facteurs. Bon, on va juste refermer la parenthèse, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Bien sûr. Des facteurs économiques. En tout cas, j'espère qu'Artissimo fera partie des gens qui sauront faire de la promotion. En tout cas, nous, on essaie toujours de mettre en avant les travaux d'artistes, quels qu'ils soient, en tout cas, dans leur domaine. On essaie de toujours promouvoir leur travail. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il faut faire de la qualité. Moi, je dis honnêtement, j'ai eu la chance de regarder sur YouTube un film algérien là, qui était drôle. Ashur Lachar, par exemple. Je trouve qu'il était très bien fait. On a de grands acteurs. Un gars comme... je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, l'acteur principal. Mais il est fantastique. Ce gars-là, il aurait été n'importe où. Là, il aurait été... Réussi. Il aurait eu des prix et tout. Regardez, en Algérie, on le voit. Les gens sont contents de le voir. Et puis, ça s'arrête là. Quoi. C'est pas... Enfin, c'est... De toute façon... Ça va marcher. En tant que défenseur de la culture, on est toujours là pour continuer. Pour en revenir au roman, enfin à la nouvelle, comme je disais, le style est très simple, votre syntaxe aussi.
Est-ce que ce livre, vous l'avez destiné en quelque sorte pour les enfants, aux adolescents, pour qu'ils puissent peut-être avoir un aperçu de la vie des enfants de leur âge pendant la colonisation? Est-ce que c'était un pas choix mon de intention. Mon intention, c'était simplement, et puis je pense que si j'avais pu le faire, c'est vraiment de mettre en avant les enfants durant la guerre, c'est-à-dire pendant toutes ces victimes qui font la folie des hommes dans leur folie de guerre. C'est surtout ça qui m'a... Et puis je voulais expliquer, et puis je l'ai fait un peu avant que Gaza n'arrive. Oui, justement, il y a un extrait que je vous l'ai fait un peu avant Gaza. Je l'ai fait un peu avant Gaza. J'ai fait la fin et le début. J'ai quand même parlé de ça parce qu'ils l'ont subi au centuple, contrairement à nous. Bon, c'était déjà grave, mais je voulais absolument que les enfants, qu'on puisse reconnaître un statut particulier au niveau des nations, et pas uniquement d'un pays. Ou au niveau des nations, je vous dis, je suis un retraité, je militerai dans ce sens-là, pour éviter, je prendrai des banderoles s'il le faut, pour vous dire... le faites un petit peu à travers votre écriture, déjà. Exact. Pour dire que les enfants, ils ne doivent pas être touchés. Faites ce que vous voulez. Entre vous, la guerre, elle existe depuis la nuit des temps. C'est pas moi qui vais changer le monde. Mais les enfants, vous ne les touchez pas. Même la mafia, à l'époque, elle faisait attention aux clans familiaux et tout. Aujourd'hui, les gens bombardent. C'est terrible, quoi. Je veux dire, tu veux tuer des gens, il n'y a pas de problème. Il y a un minimum. Tu dois faire attention à des enfants qui n'ont rien fait, qui sont là. Et c'est mon message. À travers ce livre-là, c'est mon message. Voilà. Il y a d'ailleurs un passage dans l'épilogue que j'ai relevé parce qu'il m'a vraiment touchée. Et justement, ça fait écho avec ce qui s'est passé à la situation à Gaza. Vous dites « Enfant, nous avons très vite compris que l'homme peut être cruel, que la colonisation est une atrocité, que les principales victimes de la guerre sont celles qui n'ont pas les moyens de se défendre. » Absolument. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que 70 ans après, on se rend compte que l'humanité n'apprend pas de ses erreurs et qu'on continue à perpétuer ce genre d'atrocités et de catastrophes. Je pense qu'elle est devenue pire. Oui. Il y a une espèce de... On s'est habitué. On s'est habitué au crime, on s'est habitué à la... Avant, vous tuez des enfants, bah, ça fait quand même... Waouh. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux de maintenant. Mais avec les réseaux sociaux, c'est tellement devenu banal. Une sorte de banalisation. C'est ça, ça s'est banalisé. Avant de terminer, j'aimerais bien que vous nous parliez de vos autres ouvrages, brièvement. Notamment le Territoire de Mohammed, qui est, je crois, votre premier ouvrage en 1997, lorsque vous avez quitté l'Algérie pour aller vivre à Montréal. Et l'ayant lu, j'ai senti que l'histoire se rapprochait un petit peu de celle de l'enfant de la guerre. C'est pas le même... C'était dans une Algérie indépendante, une Algérie très belle, des moments très, très beaux qu'on a vécu à l'époque. Il y avait quand même des petits moments où on avait peur un peu de l'avenir, là, parce qu'il y avait des choses qui se faisaient pas correctes, comme l'histoire du mariage à l'intérieur, etc. Mais disons, c'était de bons moments. Et c'était à l'époque où, par exemple, le territoire de Mohammed, c'est quoi en gros? J'allais chez il est réel, Mohammed. Hein. C'était mon cousin. On allait là-bas et on restait ensemble. Et puis pour symboliser qu'il avait un territoire et qu'il le partageait avec moi, pour lui, il avait mis une espèce de chaise dans une... Tu sais, il a creusé dans la terre, il a creusé une chaise. Et quand je suis arrivé, il m'a creusé une deuxième chaise. Il a créé 2 chaises de côté pour nos femmes. Disons, pour qu'on soit roi d'un... Ça, c'est des jeux d'enfants. Hein. On était enfants quand on avait fait ça. Moi, je suis allé là à l'époque de la période coloniale, déjà. On a vu des atrocités, c'est-à-dire ils ont été chassés de là, etc. Mais j'ai gardé simplement la période où on avait vécu heureux. Donc, je pense que cet ouvrage-là, ça a été le premier, puis c'est une nostalgie. Quand je suis parti là, je ne suis pas parti parce que j'avais envie de partir ou de me faire de l'argent. C'était pendant la décennie noire aussi. C'est ça, c'était pendant la décennie noire. Regarde, c'est comme... Encore une fois, des atrocités. On en parlait. Voilà. Je sais, en tout cas. Je pense qu'avoir fait le bon choix, mais c'est correct. Justement, vous êtes parti à Montréal en 1997. Qu'est-ce que ça vous a fait de... Pardon, 96. Qu'est-ce que ça vous a fait de changer de vous retrouver dans un pays étranger, sachant qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant avec les réseaux sociaux, on allait peut-être vers une sorte d'inconnu aussi.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? Quand vous partez, d'abord, le Canada est très loin. Je ne voulais pas aller en France, hein, c'est clair. Pour des tas de raisons, j'ai essayé. Hein, je ne vous dirai pas que je n'ai pas essayé. Quand on m'a dit il faut presque renier mon pays pour rester là-bas, j'ai dit Adi, c'est-à-dire je préfère. Et donc, ça a pris le temps que ça a pris et je suis parti au Canada. Ça a pris 2 ans à peu près pour partir au Canada avec tous les problèmes qu'on a eus et tout. Et quand tu arrives là-bas, il n'y a pas encore comme aujourd'hui les réseaux sociaux ou Viber ou des choses comme ça. Donc, ce qui était terrible, c'est que tu reviens. Je suis revenu au bout de 4 ans, je crois. Les enfants qui avaient 10 ans, ils avaient 14 ans. C'était devenu des hommes. Donc, mes petits-neveux et compagnie, c'était vraiment une nostalgie terrible. Oui. C'est-à-dire, je l'ai vécu comme une... Je sais pas, comme une malédiction. Hein. Oui. C'est sûr que vous... Puis, on avait un beau pays. Moi, j'ai vécu toujours dans un beau pays que j'adore. Moi, les gens, Mouad Maouj, c'est normal. C'est pas grave, quoi. C'est pas... Mais je l'ai vécu d'une manière... ça vous a touché vraiment. Ça m'a touché. Puis j'ai écrit, j'avais même... Je vous enverrai un jour un premier poème. Je ne voulais pas le mettre dans le territoire de Mohamed. Je trouvais que c'était quand même assez particulier, assez personnel. Et ce qui a atténué vraiment un peu c'est les réseaux sociaux comme Viber. On se sent un peu plus proche. Oui, parce que je voyais les gens. Ouais. J'avais ma mère, là, je lui parlais et tout. Donc ça a atténué. Je voyais mes beaux-frères, tu vois les gens et puis... On atténue la distance. Ça atténue la distance. Et puis après, alhamdoulilah, j'ai commencé à travailler bien et tout. Donc je pouvais venir tous les ans tranquillement et tout. Donc je voyais l'Algérie malgré toute la période, toute la dégradation qu'il y a eu. Puis je vois. Je suis heureux de la voir aujourd'hui. Je vois, regardez, une personne comme vous, ça n'existait pas, ça fait 10 ans. Hein. Non, je dirais... Pourquoi il ne faut jamais perdre espoir. Voilà, c'est ça. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Alors avant de conclure cette interview, je voudrais bien que vous nous lisiez un extrait de la nouvelle. Oui, je vais vous lire un passage. Ça aurait pu être dans n'importe quel passage, mais c'est juste qu'il situe un peu l'histoire. C'était la fin des années 50. Notre petit village, situé à près de 300 km au sud d'Alger, vivait à l'instar du reste du pays sous la colonisation française. Enfant, on ne savait pas ce que ce mot voulait vraiment dire, mais on savait que c'était un mot détestable et qu'il était synonyme de malheur. À cette époque, la guerre était encore sournoise et nous arrivait par bribes, tantôt par le biais de coups de feu résonnant la nuit, tantôt par les airs graves et les chuchotements des adultes qui parlaient d'événements. Cela grandissait nos peurs parce qu'on savait que la guerre était proche de notre village et dans nos têtes d'enfants, cela signifie que bientôt les jours ressemblaient à nos nuits angoissées. Voilà, en gros, ça situe un peu l'histoire. Voilà, ça situe l'histoire. Il y a aussi peut-être j'avais un petit poème que j'ai fait, un petit poème que m'avait inspiré tous les bombardements qu'il y a eu sur les enfants, sur nous à l'époque et puis aujourd'hui. C'était imagine le bonheur d'une maison accueillante, le rire de ses enfants, l'odeur d'un bon repas qui fume, le bruit d'une gorgée de thé, la quiétude des soirées, la complicité des nuits murmurées. Imagine, plus de maison, plus de rire, plus d'enfants, l'horreur du brûlé, le râle des égorgés, les nuits des violets et le murmure des complices. Imagine, le retour des vainqueurs dans leur maison accueillante, le rire de leurs enfants. Voilà. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, nous arrivons à la fin de cette interview, de ce podcast. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. J'ai cru comprendre que vous alliez bientôt rentrer à Montréal dans quelques jours. J'ai pas hâte, mais... Oui, mais en tout cas, nous vous souhaitons un bon retour et vous êtes la bienvenue à Artissimo quand vous voulez. Donc, marhaba bik. Merci beaucoup. Pour de prochains... Je vous enverrai aussi des noms de gens qui seraient beaucoup plus intéressants que moi. Merci beaucoup et vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous serez des nôtres pour un prochain. Et en attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.